Ce soir, dans Les Terriens du dimanche, l'écrivain, philosophe, essayiste et désormais comédien Bernard-Henri Lévy. Puis j'accueillerai l'homme aux grosses lunettes et aux chansons rigolotes, Richard Gottener. Et maintenant, plus prestigieux que les Oscars, plus méchant que les Gérards, plus drôle que les Césars, c'est le prix Goldnadel du bisounours de la semaine. Le prix Bisounours est décerné à monsieur Yann Brossat, Ah bon, pourquoi? tête de liste du Parti communiste français aux élections européennes, Ouais. pour avoir moqué madame Ariel Dombal et ses voyages en avion. Ah oui. Oui. Et pour avoir fait d'autres déclarations de la même farine qu'on peut peut-être entendre. D'accord. Un aller-retour Paris-New York, c'est l'équivalent d'un an de chauffage en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ça fait quand même réfléchir, donc il faut dissuader d'utiliser l'avion. Alors, Thierry, vous avez donc entendu les gausseries de monsieur Yann Brossat à l'égard de madame Dombal. Vous avez entendu également sa noble attitude lorsqu'il tente de dissuader les Français de prendre de l'altitude. Malheureusement, je crains que M. Brossat ait un pouvoir de dissuasion plus limité sur lui-même. J'en veux pour preuve quelques photographies de vacances dont Yann Brossat s'était vanté publiquement, sans doute pour faire rougir de jalousie ses petits camarades de parti. Alors, on voit Yann Brossat dans un costume de bain très saillant, à Boa Vista, au Cap-Vert. On voit Yann Brossat également sur le port de Calvi, en train d'admirer les bateaux blancs. On le voit également regarder les sommets alpins vus d'avion. Et enfin, évidemment, un pèlerinage fidèle en terre cubaine. Oui. Certes, ce sont des voyages extrêmement prestigieux, mais malheureusement gourmands en kérosène liquide. Ouais. Et je laisse le soin, parce que j'ai toute confiance en lui, à Yann Brossat de faire le compte de combien d'années de chauffage à des familles nécessiteuses il aurait pu faire l'économie en se dissuadant lui-même. Mais je me réserve le calcul de la distance kilométrique qui existe entre ce que Yann dit et ce que Brossat fait. En conséquence, je lui conseille de prendre un peu de hauteur pour regarder les Français de moins haut. Oh, c'est pas mal, ça, c'est pas mal, ça. Pas mal, ça. Alors, Yann Brossat sera là la semaine prochaine Ah, et il se vengera. Un bisounours, je lui fais des bisous. Des gentils, des toutous, des géants, des tout fous. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Et maintenant, j'accueille l'écrivain, philosophe, essayiste et désormais comédien Bernard-Henri Lévy. C'est pas mal l'escalier là, vous l'avez bien descendu, hein? Ah ben ça va encore. Ah ouais, ça va très bien, j'ai vu, oui. J'ai vu. Malgré l'immense fatigue. Ouais, bah, j'imagine, oui, on va en parler. Alors, comme tous les invités, vous avez un slogan. Mais en fait, je vous en propose deux. Vous allez me dire celui que vous voulez, et il va vous suivre jusqu'à la fin de l'émission. L'écrivain qui est toujours en première ligne, où il n'aime ni les dictateurs, ni boutonner sa chemise. Je préfère le premier. Ah, j'en étais sûr. Mais vous avez aussi un sampleur, comme tous les invités. Je vois que vous connaissez mal le travail du groupe Zebda. Oui. Oui, j'ai pas l'impression. Je sais que vous n'êtes pas fan de musique, mais Zebda encore moins, quoi.
Mais vraiment, je ne le suis pas. Ouais, je sais. Fan de musique. Je ne le cache Ça vous a plus. pas plu comme... Si, au contraire, je l'ai découvert. Vous Voilà. avez vu sur mon visage Tomber la chemise. Attends. l'émotion. Alors Bernard, Je trouve ça pas mal. ouais, ça a eu du succès en tout cas. Vous êtes écrivain, philosophe, essayiste, désormais comédien. Vous êtes actuellement en tournée dans les théâtres européens avec une pièce qui s'appelle Looking for Europe. Alors le pitch, un intellectuel est enfermé dans une chambre d'hôtel à Sarajevo et il a 2 heures pour écrire un discours sur l'Europe. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à écrire une ligne. Il se perd dans ses pensées et il s'interroge sur la montée des populismes. Voilà donc, après les films, les livres, les documentaires, le théâtre, est-ce que c'est désormais le meilleur endroit pour diffuser ses idées politiques? En tout cas, c'est le meilleur endroit pour rencontrer les gens. C'est-à-dire pour parler directement à un public. Oui. Pour un écrivain Ouais. qui écrit dans l'obscurité, au fond, et Ouais. qui ne sait jamais à qui il s'adresse, le théâtre, c'est un moment assez formidable où on est au contact physique des gens pour lesquels on écrit. Ouais. Donc c'est une expérience tout à fait émouvante pour un écrivain. Alors, vous jouez cette pièce dans 22 villes européennes. Milan, Berlin, Rome, Sarajevo, Paris. Paris le 20 et 21 mai prochain au Théâtre Antoine, donc juste avant les élections. C'est fait pour. Ouais, j'imagine que c'est pour faire changer les gens d'avis sur l'Europe. Voilà. Il y a du boulot, hein. Écoutez, en tout cas, je suis le seul à faire une vraie campagne européenne. Oui, c'est vrai. Ça, honnêtement. Vous faites une campagne européenne pour les Européens. Regardez le c'est vrai. paysage. Oui, c'est vrai. On est entouré de gens qui font des soi-disant campagnes européennes, qui sont en vérité des campagnes ultra-locales. Moi, c'est vrai que je parcours l'Europe avec ce texte européen. Voilà. Natacha. Bernard-Henri Lévy, Oui. est-ce que vous ne pensez pas que votre combat obsessionnel des progressistes pro-européens contre les populistes est en train de détruire ce qui pouvait faire une Europe puissance, c'est-à-dire le rassemblement, la réflexion autour de nos intérêts communs? Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, ce faux clivage qui est en train de permettre aux populistes de gagner, vous le nourrissez dans la mesure où toutes les politiques que vous avez toujours soutenues ont abouti à ce qui se passe aujourd'hui, ont abouti à la détestation de l'Europe aujourd'hui. Les gens qui votent pour les populistes, ils votent contre les politiques que vous avez soutenues. Si on parle une seconde sérieusement, ceux qui ont inventé le clivage entre les populistes et les démocrates, c'est pas les démocrates, c'est les populistes. C'est eux le phénomène nouveau. Mais attendez, si, c'est Salvini, c'est Orban. Le phénomène nouveau, l'événement énorme, important, c'est l'apparition du populisme en Europe. C'est ça qui s'est passé. Il y a une division de l'Europe aujourd'hui, ça c'est vrai, et c'est, je trouve, assez tragique, parce que moi je crois que l'union fait la force, principe tout bête, mais toujours vrai. Mais ceux qui créent la division, c'est les populistes, c'est pas ceux que vous appelez les progressistes. Quand on regarde aujourd'hui le paysage européen, on a des Grecs qui ont été rincés par une politique d'austérité qui aujourd'hui fait que les gens ne peuvent même plus se soigner. L'Europe leur a prêté de quoi rembourser les banques. Rien n'est allé au peuple grec. Ensuite, en Italie, les gens ont voté Salvini après avoir eu quel gouvernement? Matteo Renzi, le Macron avant l'heure. Avant ça, gouvernement d'experts qui devait appliquer les politiques Ils ont européennes essentiellement- d'austérité. ils ont Est-ce que essentiellement vous eu ne Berlusconi craignez pas que, encore une fois, depuis vos 15 août. politiques amènent? C'est la conséquence, les populistes. Ce n'est pas un fait en soi. Vous savez, je lis Marianne régulièrement et je sais que vous pensez... Alors écoutez-moi une seconde, parce que moi je m'exprime moins souvent. Il y a une autre manière de voir les choses. Non, mais il y a une autre manière de voir les choses. Par exemple, si on prend l'exemple de l'Italie, on peut dire que Salvini, c'est le produit de Matteo Renzi. Mais il y a une manière beaucoup plus simple de le voir. C'est qu'il est le produit de Berlusconi. C'est qu'il est, il est la montée à une puissance exponentielle de ce devenir kitsch de la politique, de cette spectacularisation à outrance, de cette transformation de la politique en une telenovela généralisée. Hélas, l'histoire de longue durée dans cette Italie que j'aime autant que vous, c'est l'histoire Berlusconi. Et la Grèce? La Grèce, vous n'êtes pas bien renseigné. Écoutez, aujourd'hui, il y a consensus pour se dire qu'évidemment la situation n'est pas brillante, mais qu'elle aurait été catastrophique
si la Grèce était sortie de l'euro, si la Grèce n'avait pas bénéficié des prêts à la fois du FMI et de l'Union européenne dont elle a bénéficié. Il faut hiérarchiser les choses. Il y a une raison de longue durée, c'est cette tricherie généralisée des classes moyennes jusqu'aux milliardaires grecs qui ont foutu leur pays dans le ruisseau. Deuxièmement, il y a une deuxième responsabilité, c'est en effet les banques qui ont préparé l'entrée de la Grèce dans l'euro et dont il est établi aujourd'hui qu'ils ont triché. Très bien. Ils ont triché sur les comptes. Mais l'autre Commission européenne, celle qui leur a tendu la main et qui les a aidés à sortir de l'ornière, celle-là, elle n'est pas responsable des égarements précédents. Celle qui les a forcés à rembourser les banques. William? Est-ce que vous ne pensez pas que la manière dont beaucoup comme vous se sont un peu moqués des gens qui chantaient la Marseillaise a réchauffé justement les passions nationales? Je ne me suis jamais moqué des gens qui chantaient la Marseillaise. Je n'aime pas ce chant-là. Je n'aime pas ce qu'il dit, je n'aime pas ce qu'il véhicule, je n'aime pas ce qu'il raconte. C'est comme ça. J'ai vibré autrefois à l'international davantage que je ne vibre à la Marseillaise. Oh non. Et pourtant, il raconte bah, à peu près la même chose, c'est-à-dire le peuple souverain. Ah non, déjà. l'international sera le genre humain. Oui. Ça a plus Non, mais d'allure ce sont des belles paroles, mais quand même, la Marseillaise, ça vibre quand même, enfin... Écoutez, j'aime mon pays, je suis patriote, je suis heureux de porter en langue française cette Mais c'est parole-là. le chant de tes ancêtres aussi, il y a des tas de gens qui parlent, il y a des morts. C'est aussi le chant du malheur, et ce malheur, il faut le respecter. Bernard C'est le malheur des morts de sans 14-18, doute que, de en fait, 39-40. C'est le chant du malheur, c'est le chant des gens qu'on envoyait au mouroir, à l'abattoir, voyons. ce qu'essaye de vous dire Gilles William, je pense, c'est peut-être Avec mes mots maladroits. à travers votre détestation de la Marseillaise, ce que l'on peut ressentir, c'est le fait que ce qui vous importe dans l'Europe, c'est pas du tout la démocratie. C'est l'idée que vous vous faites du bien et finalement vous vous moquez de ce que des peuples et des citoyens lambda peuvent penser. Et dans la construction de l'Europe telle que vous l'avez soutenue, il y a cette absence totale de la démocratie. Bernard. 1, je n'exècre pas la Marseillaise. 2, je me soucie de ce que ressentent les peuples. Et 3, si je suis pro-européen, c'est parce que je pense que pour les peuples d'Europe, c'est la seule solution. On va en parler. On se retrouve après la pub avec les unes de la semaine et Bernard-Henri Lévy. À tout de suite. Rebonsoir les terriens du dimanche. Nous sommes toujours dans le Bifort des terriens du dimanche en compagnie des mercenaires et l'écrivain, philosophe, essayiste et désormais comédien Bernard-Henri Lévy. Et maintenant, c'est l'heure des unes de la semaine. Alors Bernard, ils vous ont chacun préparé une une. C'est vous qui choisirez à la fin. Vous aurez toutes les unes devant vous, comme si vous étiez devant un kiosque. Et celui ou celle qui gagne aura 30 secondes de plus la semaine prochaine. Et une place gratuite au Théâtre Antoine. Le 20 et le 21. Si elle veut venir. Ah ben si elle veut pas, ça ira au deuxième. Parce que dans ce cas-là, je préfère perdre. Hein. Alors on commence avec Franz. Donc Franz, vous avez 50 secondes, Franz. Ouais. Alors, 50 secondes. Alors, en Israël, On écoute. Benjamin Netanyahou, donc l'actuel Premier ministre, vient de remporter les élections législatives. C'est son 5e mandat. Et votre une, c'est Netanyahou impose sa loi. À vous, 50 secondes. bon, alors, il y a une démocratie, une seule, au Proche-Orient, on le sait bien, très vivante d'ailleurs, c'est Israël. Et Israël a donc voté cette semaine. Résultat, un raz-de-marée pour la droite, et puis une quasi-disparition de la gauche, et notamment du Parti travailliste, le parti des fondateurs d'Israël, qui n'a recueilli que 6 sièges sur les 120 de la Knesset. Alors, malgré ces déboires judiciaires à venir, on peut dire que Bibi... Netanyahou, le copain de Gilles William, en fait, est parti pour encore nous faire 5 ans. Est-ce que sa victoire est une bonne nouvelle pour la paix ? Bah, on peut dire non, effectivement. Mais je dirais quand même quelque chose, c'est que pour exister, les Palestiniens, pour faire la paix, donc, les Palestiniens devraient quand même songer, se trouver des vrais représentants et se débarrasser pour de bon des tarés et des corrompus qui les gouvernent si mal actuellement. Oui, bah vous aurez la semaine prochaine, vous allez
recommencer à 50 secondes la semaine Mais prochaine. j'ai l'habitude, on n'est pas des machines. Alors, sur Israël, vous avez été longtemps un militant des deux pays, quoi, des deux États, et ça a duré des années. Mais aujourd'hui, on comprend bien que finalement, c'était peut-être un leurre, parce qu'en fait, Netanyahou, ce qu'il voulait faire, c'est annexer la Cisjordanie, tout simplement, là, dernièrement. Ça fait des années que ça dure, mais c'est pas un leurre. Vous pensez que ça toujours possible? Et je crois toujours possible. Mais comment ça va être possible? Parce qu'il y a comme la peau de léopard qui s'installe en Palestine. Là, tous les jours, il y a une nouvelle colonisation. Le jour où les Palestiniens auront leur indépendance, il leur restera... Ce n'est pas la théorie de la peau de léopard. Elle n'existe pas, par exemple. Les cartes, en vérité, ce sont des petits points comme ça, ce qui est en vert, ce sont des petits confettis. La théorie des Bantoustans et de l'apartheid est une théorie erronée. Le jour où il y a vraiment un accord entre les Palestiniens et les Israéliens, il se passera en quelques semaines ou en quelques mois ce qui s'est passé autrefois du temps de Sharon à Gaza, peau de léopard ou pas, et il y aura une entité palestinienne cohérente, continue, qu'il appartiendra à la direction palestinienne, si elle le veut vraiment, de transformer en une vraie nation. Ce que vous nous dites là ce soir... moi, j'y crois toujours. Ce que vous dites, c'est que c'est pas irréversible. Non, c'est pas irréversible. Heureux de l'entendre. D'abord parce que, attendez, Netanyahou, il est là pour 5 ans. Enfin, Israël est là pour l'éternité, pour en tout cas extrêmement longtemps. Mahmoud Abbas, il est là pour quelques années encore. J'espère bien qu'un jour arrivera à la tête du camp palestinien un vrai modéré, un vrai militant de la paix, et quelqu'un qui préférera vraiment construire un État que de courir les capitales mondiales en jouant les Che Guevara. Donc un jour, il se passera entre les Israéliens et les Palestiniens ce qui s'est passé à l'époque de Begin et de Sadat entre Israël et l'Égypte. Ça finira par se passer. Et c'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre solution dans cette région que la paix entre ces deux peuples. Merci. Merci. Monia, c'est à vous alors. Quel prénom portent les descendants d'immigrés en France? Une étude de l'Institut national d'études démographiques vient de paraître. Et cela vous a inspiré votre une. Tous les garçons s'appellent Patrick. Alors, tous les garçons s'appellent Patrick, certes, mais ce que Jean-Luc Godard a omis de préciser, c'est que toutes les filles issues de familles immigrées n'ont pas besoin de s'appeler Corinne. La preuve avec cette étude où on apprend que, par exemple, le prénom pourrait être un marqueur d'intégration. Exemple, les familles immigrées venues d'Europe du Sud, les Espagnols, par exemple, lorsqu'ils sont arrivés en France, la première génération s'appelait Manuel et Anna. Leurs enfants, Alexandre et Sandra, et la troisième génération s'appelle aujourd'hui Enzo et Camille. Pareil pour les familles immigrées venues du Maghreb. On va prendre par exemple l'exemple de la famille de Zidane. La première génération s'appelle Smaïl et Malika. Leur fils s'appelle Zinedine et la troisième génération s'appelle Enzo. Parce que dans cette étude, on apprend que seulement 23% des enfants de la troisième génération d'immigrés venus du Maghreb portent encore des prénoms arabo-musulmans. Pourquoi? Parce que la troisième génération aujourd'hui a des prénoms internationaux, des prénoms qui sont à la mode. Donc ça veut dire que dans la France de demain, ceux qui pourraient être taxés de grands remplacements s'appellent aujourd'hui Enzo. Enzo Zidane. Et ceux qui pensent défendre l'identité française s'appellent aujourd'hui Jordan. Jordan Bardella. Et bizarrement, entre Enzo et Jordan, il n'y a toujours pas de Corinne. Bien, alors c'est à vous maintenant, Natacha. Cette semaine, Édouard Philippe a présenté les premiers résultats du grand débat, mais ceux-ci n'ont pas vraiment convaincu. Grand débat, grand enfumage, c'est votre une, Natacha. Grand débat, grand enfumage et grand palais, parce qu'il fallait au moins ça pour nous présenter la restitution du grand débat qui a duré toute la semaine. Mais on a commencé donc au grand palais, c'est-à-dire que plus c'est vide, plus il faut que ce soit grandiloquent dans le décor. Alors j'ai l'air un peu sévère. Le Premier ministre a déclaré toute frilosité serait impardonnable. Donc on attendait quelque chose d'absolument extraordinaire qui allait nous bouleverser et mettre fin à cette crise de 5 mois. Et on s'aperçoit qu'en fait, en attendant évidemment les paroles du président de la République, parce qu'en fait c'est ça qui va compter, on s'aperçoit qu'il y a une entourloupe. Un point par exemple, on nous a expliqué, enfin le Premier ministre nous a expliqué, et juste avant il a fait sortir les chiffres, que 10% des Français dans le grand débat étaient pour le retour de l'ISF. Curieusement, dans les sondages d'opinion qui concernent tous les Français, 70. c'est 77%. Ouais.
Où sont passés les autres? Ça nous prouve tout simplement qu'il y a un réel problème de représentativité. Donc, on prend une petite partie des Français, le Premier ministre pioche la partie qu'il veut, et ça donne la restitution du grand débat. Et voilà. Et vous avez pratiquement fini dans les temps, comme d'habitude. Vous en pensez quoi de ce grand débat? J'en pense que la montagne accouchera forcément d'une souris, parce que cette idée de dire à un peuple en colère, allez-y, si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez des idées, donnez-les, à condition que ça ne remette pas en cause le cap du mandat pour lequel j'ai été élu. C'était une idée formidable. Et je crois inédite dans l'histoire des démocraties. Je n'ai pas le souvenir d'un geste de ce genre. Donc, un geste aussi neuf et aussi révolutionnaire, entre guillemets, forcément que le résultat est décevant. Forcément qu'on va se dire tout ça pour ça, bien sûr. Est-ce que la démocratie participative vous fait peur? Ce que je redoute, c'est l'idée que les hommes politiques agissent et décident au rythme des opinions instantanées d'Internet. Voilà. Donc si on entrait dans un régime où ils ont déjà l'œil fixé sur les sondages, ils pensent qu'à ça, si avant de prendre quelque décision que ce soit, ils se demandaient est-ce qu'il risque d'être révoqué ou pas, et qu'est-ce que vont dire. À ce moment-là, je vous dis un truc, il n'y a plus de politique, c'est le règne des communicants, des éléments de langage et des gens qui font, alors pour le coup, la politique à la corbeille. Le Brexit est un exemple extraordinaire. Cette mauvaise action contre le peuple, contre la Grande-Bretagne, en train de devenir la petite Angleterre, c'est l'exemple même de la bêtise criminelle et suicidaire de ceux qui, face à une question énorme, compliquée, qui est la question de l'appartenance ou non de la Grande-Bretagne à l'Europe, disent « Répondez, vous avez 5 minutes, enfin une semaine, pour répondre par oui ou par non. » Pas de nuance, pas d'explication, pas de vrai débat. Oui, non, oui, non. Voilà. Très bien, Pardon, mais bien répondu. Pas ça. Mais non. Bien répondu. D'abord, le Brexit ne s'est pas passé en une semaine. Ensuite, la question de la démocratie, ça nécessite aussi qu'on demande leur avis aux gens à un moment. Or, justement, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que les rares fois où on a demandé leur avis aux gens, finalement, ça vous plaisait pas. Donc, sur Aéroport de Paris, pour ça. Il y a des élections sur Aéroport de Paris, par exemple, les Français sont parfaitement qualifiés pour comprendre exactement quel est l'enjeu. Oui, je sais. Mais là, justement, on ne leur demande pas leur avis. Parce qu'on serait bien embêté de la réponse qui serait donnée. Et donc, on préfère une démocratie représentative qui est confisquée par un scrutin majoritaire, ce qui fait qu'on a 350 députés qui représentent 14 000%. Et là, vous mélangez tout. Attendez, le scrutin majoritaire... Vous êtes en train de nous expliquer que le Brexit, qui est un référendum, ça ne vous convient pas. Que 2005, nous le savons, c'était un référendum, ça ne vous convient pas. Mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un référendum, le résultat vous déplaît et que finalement, vous nous expliquez que le mieux, c'est la démocratie représentative, surtout quand les représentants ne représentent pas l'opinion du peuple. Je pense que la démocratie représentative, en effet, c'est pas mal. Et que, comme disait Winston Churchill, c'est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Et je trouve vraiment que ça... Sauf quand les représentants ne représentent plus. Bien. Alors, maintenant, c'est à vous. C'est à vous, Rachel. Cette semaine, une vidéo a enflammé le web, celle d'un jeune garçon âgé de 12 ans, qui s'appelle Oxandre. C'est le premier Français avec une main bionique. Oxandre, l'enfant super-héros. Vous avez 1 minute et 30 secondes, parce que vous avez gagné la semaine dernière. Top chrono. On a été très nombreux à être touchés vraiment par cette vidéo, ce témoignage du jeune Oxandre, qui est donc handicapé de naissance. Il est né sans sa petite main et il a désormais ce bras de super-héros. Ça ne m'étonne pas que son témoignage ait touché autant les Français qui sont extrêmement sensibles à la question du handicap. Et ça fait partie des choses qui précisément ont été discutées dans le grand débat, ce qu'on a pu voir dans les restitutions, c'est l'énorme frustration qu'il y a en France sur le traitement fait aux personnes en situation de handicap. Et d'ailleurs, parmi les sujets où les Français disent qu'ils veulent plus de protection sociale, plus de services publics, il y a évidemment la lutte contre la pauvreté, la prise en charge des personnes âgées, mais aussi le handicap. C'est-à-dire les gens qui répètent à longueur de journée que les Français veulent surtout baisser tous les impôts pour avoir moins de services publics se trompent, et ils se trompent
singulièrement en ce qui concerne la question du handicap, parce qu'il y a besoin de se battre pour l'autonomie. Il y a des problèmes à l'école aussi, d'intégration à l'école, d'accompagnement et de scolarisation des enfants. Lui, Oxandre, il est scolarisé et il est très très bien placé pour témoigner de ce que c'est qu'être un enfant handicapé à l'école. Et on a beaucoup de chance parce qu'il est avec nous pour nous en parler aujourd'hui. Oh putain, bien. Elle est bonne. Effectivement, pour continuer à en parler, j'appelle Oxandre. Bonsoir, merci d'être là. T'es venu avec tes parents? Oui. C'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Alors, tu es le premier Français à être équipé d'une main bionique. Tu te rends compte? C'est historique, ça. Oui, et 44e mondial aussi. Et 44... Bah, dis donc, tu connais les statistiques. Alors, on va parler avec toi. C'est l'heure du témoin de la semaine. Bonsoir Oxandre. Bonsoir Raquel. Merci d'être avec nous. Thierry le disait à l'instant, tu es le seul enfant en France à avoir cette technologie. C'était pas simple de l'obtenir. Pour ça, il a fallu que tu rédiges une lettre de candidature. Qu'est-ce que tu leur as dit? Comment tu les as convaincus que c'était toi l'enfant qui devait bénéficier de la main? Je leur ai dit que pour les activités de tous les jours, par exemple tir à l'arc ou échec ou toutes les activités, j'avais besoin de bénéficier d'une prothèse plus performante que mes précédentes, puisque la précédente n'avait qu'un effet de pince. J'en avais même une qui ne bougeait pas. Donc je leur ai demandé de me donner plus une prothèse à la fois plus esthétique, mais aussi plus fonctionnelle. C'est quoi les nouvelles fonctionnalités que tu as? Est-ce que tu peux nous montrer, par exemple? Je vais vous faire une démonstration. Oui, oui, oui. Ah oui, vas-y, me fasciner. Alors, donc déjà pour enlever, c'est très facile. Ah, d'accord, Ouais. d'accord. Voilà, il suffit de tirer dessus. Voilà, donc là c'est la batterie. D'accord. Donc pour s'en servir, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, il faut faire une réinitialisation en appuyant 2 fois sur le bouton. Et tu peux faire un doigt d'honneur Là, ça ou pas? réinitialise. Tu peux faire un doigt d'honneur ou pas? Difficilement. Vas-y, teste. Oui. Oh, Monia, jamais vu ça. N'écoute pas la dame. Donc ça c'est mes anciennes prothèses. Donc celle-ci c'est celle qui ne bougeait pas. Donc je vais vous montrer. Tu as eu la première prothèse à 9 mois. Alors C'est parce que tu es née comme ça. La vie sociale je l'ai eue à 9 mois, puisque je suis née comme ça. Et à 3 ans, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'une prothèse myoélectrique de ce type, mais qui malheureusement avait plus un effet de pince. Donc là, c'était que ouvrir, fermer comme ça, donc ça ne m'aidait pas du tout. Tandis qu'avec celle-là, Ah ouais, fais déjà, voir. c'est les doigts. Oh là là. Autre chose. Donc, pour ce qui est de l'utilisation, il y a 2 modes dans chaque groupe. Donc, on peut aussi baisser les doigts avec le pouce. Et là, c'est ce qu'on appelle la pince tridigitale, donc 3 doigts. Ah. Et celle-ci, c'est ce qui te permet du coup de jouer aux échecs, parce que tu es passionné d'échecs. Oui, effectivement. Est-ce que vraiment, ça t'a apporté ce que tu espérais? Tu avais écrit cette lettre, aujourd'hui au quotidien, comment ça a changé ta vie en fait? Par exemple, pour ce qui est de mettre la table, des choses du quotidien, j'y arrivais presque pas, voire pas du tout avant. C'est pas de Couper peau, t'es ma obligé de mettre la viande. table maintenant. Oui. C'est pas de peau, ça. Je suis pas sûre que ce soit une avancée, ça, mais bon. Si. Donc pour ce qui est de mettre la table ou couper la viande, ou tout ça, c'était presque impossible avant. Tandis que maintenant, c'est facile. Et Oxandre, qu'est-ce que tu peux faire avec ce bras bionique qu'on ne peut pas faire avec un bras normal? C'est comme un héros de science-fiction. Tu as sûrement des pouvoirs maintenant que tu as ça. Par exemple, tourner le poignet, c'est très difficile de tourner oui. le poignet. Oui. On ne peut pas faire ça. Ouais. Est-ce qu'avec ta main bionique, tu as déjà donné la main à ton amoureux ou à ton amoureuse?
Non, puisque je n'en ai pas. C'est vrai? Non. Et tes camarades de classe, ils pensent quoi? Est-ce qu'ils sont fascinés par ta main bionique? J'imagine que oui. Au début, oui, puisque je montre à chaque rentrée, je montre directement à la classe ce que c'est. Je montre toutes les fonctionnalités, etc. de la prothèse pour bien dire ce que c'est par rapport aux autres. J'essaye d'être ton amoureuse. Vas-y, donne. Vas-y, fais-moi. C'est génial. Ah, c'est bien. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Tu restes là, hein, tu bouges pas. Bon, alors Bernard-Henri Lévy. Donc maintenant vous avez vu les unes des différents mercenaires, elles sont devant vous. Ah oui, j'avoue. Alors si vous étiez devant un kiosque, quel journal achèteriez-vous? J'achèterais Tous les garçons s'appellent Patrick, je crois. Ouais. Ah, je vais être obligée d'aller voir votre spectacle. Ah oui, c'est vrai, oui, j'ai promis. Ah oui, oui, oui. Vous êtes invité, c'est vrai. Oui, Voilà. Tu viens avec moi? Moi, je suis obligé de vous inviter. Non, parce que cette histoire de prénom enfin, le débat et l'hystérie qu'il y a autour de cette affaire de prénom me sidère. Ah, on y a eu droit ici. Hein. Oui, oui. Je sais que vous avez eu droit. On est pionniers. Ah, on a été les premiers. Sans vouloir se vendre. Les premiers à en Et moi qui souffrir. appartiens à une génération où on avait tendance à appeler ses enfants framboises, N'importe fleurs, comment, pommes, ouais. Ce débat me semble surréaliste. Donc Monia, non seulement vous allez voir tout le reste. Bernard au théâtre, Je suis ravie. mais en plus de ça, vous aurez 30 secondes la semaine prochaine. En plus. Salut. Ah ben, je vous ai fait 2 cadeaux formidables. Hein. Voilà, c'était les unes de la semaine. Rendez-vous après la pub avec Bernard-Henri Lévy dans Les Terriens du dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. À tout de suite. Go down. Bonsoir les terriens du dimanche, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Ce soir, dans Les Terriens du dimanche, l'écrivain, philosophe, essayiste et désormais comédien Bernard-Henri Lévy. BHL, pourquoi tant de haine? C'est la battle de la semaine. Peggy Zimmerling a été battue par son fils. Elle n'a pas eu d'autre choix que de porter plainte contre lui. Pierre Licia, notre reporter, l'a rencontré. Puis j'accueillerai l'homme aux grosses lunettes et aux chansons rigolotes, Richard Gottener. Et aussi, bien sûr, les terriens de Tanguy Pastureau. Avec les 6 mercenaires, la Grande Rousse, avec un haut noir, Natacha Polony. Pour détourner un avion, une fouette dedans, elle est là, Raquel Garrido. Elle est à la mode et elle taille des costards, Monia Cachemire. Tête à claque, tête de mule, mais surtout tête bien faite, Franz-Olivier Gisbert. L'avocat, qui se défend très bien lui-même, Gilles-William Golnadel. La belle gueule qui ne compte pas la fermer, notre reporter, Pierre Licia. Et notre invité, Bernard-Henri Lévy, votre slogan, l'écrivain qui est toujours en première ligne. Et vous avez votre sampleur. On a tombé la chemise. Oui, moi j'ai tombé la chemise. Oui, moi j'ai tombé la chemise. Et maintenant, c'est l'heure de la battle de la semaine. Alors Bernard-Henri Lévy, pourquoi tant de haine? C'est le thème de la semaine. C'est vrai que vos prises de position provoquent sans cesse des polémiques. Et pour poser les enjeux, l'édito de Blacko, Magnéto Serge. Dans la vie, tout dépend du poster qu'on met au-dessus de son lit à l'adolescence. Quand il était ado, Bernard-Henri tapissait sa chambre de posters de Malraux. C'est ça qu'il rêvait d'être. Malraux qui combat les fascistes pendant la guerre d'Espagne, mais aussi Malraux le grand écrivain, avec qui De Gaulle s'entretenait quasiment d'égal à égal. Bref, Bernard-Henri a toujours vu les choses en grand. Voilà pour cet itinéraire sur lequel j'ai préféré ne pas m'attarder davantage.
Si BHL court après la gloire plutôt qu'après l'argent, c'est peut-être parce qu'il a hérité d'une fortune qui dépasse les 100 millions. À quoi bon gagner plus? Passer sa vie en costume cravate dans des conseils d'administration, très peu pour lui. BHL serait plutôt un héritier tendance Arnaud Lagardère. Belle gueule, belle vie, belle femme. Évidemment, la grosse différence, c'est que Bernard-Henri est agrégé de philosophie. Mais BHL n'est pas le genre d'intello qui passe sa vie dans un bureau. C'est un philosophe sauvage, si vous voulez. Alors en 71, quand Malraux lance un appel pour aller soutenir les indépendantistes au Bangladesh, BHL saute dans l'avion. Et dans mes rêves d'adolescent prolongés, c'était plutôt ma guerre d'Espagne à moi. À défaut de prendre les armes, il prend la plume pour témoigner dans un livre publié à son retour. Mais BHL ne veut pas être le témoin de l'histoire, il veut en être l'acteur. Ce sera presque le cas en 92, lorsqu'il réussit à convaincre Mitterrand de se rendre à Sarajevo alors que la ville est assiégée. Mais tandis que BHL rêve d'une implication militaire, la France apporte simplement une aide humanitaire. À l'image de Malraux, qui avait réalisé un film pendant la guerre d'Espagne, BHL réalise son propre film sur la guerre de Bosnie, qui sera nommé à Cannes et au César. Mais pour devenir le nouveau Malraux, BHL doit trouver son De Gaulle. Et là, surprise, ce sera Sarkozy. En 2011, BHL milite pour une intervention militaire en Libye. Comme disaient les Tunisiens, comme disaient les Égyptiens, Kadhafi dégage. C'est la seule négociation possible. Bien le bingo. Cette fois, l'armée française intervient et Kadhafi est chassé du pouvoir. BHL peut se flatter d'avoir joué un rôle dans l'histoire. Il va enfin pouvoir mettre un poster de lui-même au-dessus de son lit. Reste un paradoxe. BHL se flatte d'être un défenseur de la démocratie. Pourtant, aux européennes, il propose de ne pas tenir compte des voix de ceux qui votent populistes. Pareil pour les gilets jaunes, qu'il considère comme des factieux et des fascistes. On a vu des manifestants tuer symboliquement, mettre à mort symboliquement le président de la République. Pardonnez-moi, un président élu démocratiquement, c'est pas Louis XVI. Ça vous choque? Ça vous indigne? Normal, c'est fait exprès. Comme il le dit dans son livre d'entretien avec Houellebecq, BHL adore se faire des ennemis. Provoquer et combattre, c'est sa manière d'avancer dans la vie. Oui, enfin ce qui est sûr, c'est que moi, les gens pour qui je parle et les gens à qui je m'adresse, c'est des gens qui n'en ont plus rien à foutre. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grab. J'aime bien la fin. Raquel, on commence avec vous, donc. BHL ou le mépris des peuples? Bonsoir Bernard-Henri Lévy, encore une fois. Moi, j'ai une discorde avec vous fondamentale. C'est que vous prétendez démocrate. Peut-être que vous l'avez été jeune ou un certain temps. Mais fondamentalement, je pense que vous ne l'êtes plus. Parce que je pense que vous ne croyez pas dans un système politique où les citoyens ont le dernier mot. Voyez-vous, pour avoir une incidence sur la vie, vous soufflez à l'oreille des puissants. Vous avez leur numéro de téléphone, l'entrée à l'Élysée. Mais nous, les simples mortels, on n'a pas d'autre moyen d'exister civiquement que le bulletin de vote. Or, vous avez passé l'essentiel de toutes ces dernières années à être très violent dans votre verbe contre nous qui demandons à exister civiquement. Et je vous en veux terriblement, terriblement pour vos propos sur les gilets jaunes, et notamment cette phrase que vous dites dans votre pièce. Vous dites que les gilets jaunes à Paris ne pensent qu'à casser du flic, casser du juif, casser du PD. Vous n'avez pas dit certains gilets jaunes, certains, tel jour, telle personne. Vous avez dit les gilets jaunes, et vous incitez... Non, Rachel Garrido. On l'a vu sur LCI. C'est la fin de la question, c'est le début de la réponse. Vous pouvez vérifier la vidéo. Ceux des gilets jaunes qui ne pensent qu'à casser du juif, du PD et les institutions républicaines. Bien sûr que les peuples ont le dernier mot, sauf quand ils veulent empêcher les journalistes de travailler, sauf quand ils pensent que la République n'est pas un bon régime. Ah, mais moi, je pense, par exemple, que la République, que la 5e République n'est pas un bon régime. C'est autre chose. Vouloir la 6e République, c'est autre chose. Ah. Mais, bien sûr... Bah, c'est ce que disent beaucoup de gilets jaunes. Non, les peuples n'ont pas le dernier mot quand leur mot d'ordre, c'est « allons chercher le président à l'Élysée ». Quand leur mot d'ordre, c'est « envoyons des engins de chantier contre un ministère ». Ou quand leur mot d'ordre, c'est de faire des quenelles au pied des escaliers de Montmartre. Donc, bien sûr que les peuples ont le dernier mot, sauf quand ils parlent comme d'autres
type de personne que vous seriez la première à dénoncer si, par exemple, c'était les gens du Front National. Vous seriez la première à trouver ça inadmissible. Bien sûr, Voilà. mais je suis aussi la première à constater que les Gilets jaunes ne sont pas à l'image de ces personnes dont vous parlez, issues du Front National. Ça veut donc dire qu'il y aurait des gens qui auraient le droit de dire « je déteste les journalistes, je déteste les gays, j'en veux aux juifs et je ne veux plus de la démocratie », il y aurait des gens qui auraient le droit de dire ça et qui seraient sanctifiés et d'autres qui seraient l'objet de votre courroux. Non, il faut être cohérent. Oui, mais vous aussi, vous devez être cohérent. Et quand est-ce que vous vous êtes battu pour de nouveaux droits démocratiques? Quand, dans votre vie, vous avez fait autre chose que susurrer à l'oreille des puissants en étant un visiteur du soir? Vous avez été, je crois, militant, peut-être même vice-président de SOS Racisme. Oui. Il se trouve que j'en suis l'un des fondateurs et que j'en suis extrêmement fier. Et que pas de quoi s'en vanter, pourtant. Voilà. Et bien justement, je m'en vante. Et ça, il était question, justement, d'obtenir de nouveaux droits. Je pense pour les immigrés, mais pour le citoyen français qui vit dans une monarchie présidentielle. Oui. Quand est-ce que dans toute votre vie d'engagement, vous vous êtes battu pour un seul droit nouveau pour le citoyen français? Vous ne faites que de dire que leur voix ne doit même pas être entendue. Vous l'avez dit dans l'Écho en Belgique, que les voix des gens qui pensent comme moi, leur bulletin de vote ne devrait même pas compter. Je pense pas, je ne sais pas comment vous pensez. Je pense que les voix, en effet, des totalitaires, qu'ils soient fascistes ou staliniens, un jour ils prendront peut-être le pouvoir, c'est possible. Mais tant qu'ils n'ont pas pris le pouvoir, en effet, il ne faut pas pactiser avec eux. Vous trouvez que je suis totalitaire? Je ne sais pas ce que vous pensez, Rachel Garrido. Ah bon? J'en sais, je ne sais pas. Non, je vous écoute ici, parce que moi, ce qui m'intéresse, en effet, c'est les nouveaux droits et c'est réparer les injustices. Quel nouveau droit? Un. Donnez-moi un. Je propose, par exemple, un nouveau droit européen, qui était la proposition de Benoît Hamon à la dernière présidentielle, qui était une des rares belles idées et idées neuves de ce débat, qui est le revenu universel. Je parle d'un droit démocratique, parce que le revenu universel, c'est de l'argent. Et l'argent, c'est pas un droit. Ah, donc vous êtes d'accord pour la charité, mais par contre, pas pour que nous ayons, nous les citoyens, de nouveaux droits. Je suis d'accord pour que dans une démocratie adulte, on n'ait plus le droit de dormir dans la rue. Je suis d'accord pour que n'importe quel être humain, qu'il soit immigré ou qu'il ne le soit pas, ait un gîte et un couvert et donc un minimum de revenus. Ça, c'est un droit fondamental. Alors pourquoi vous défendez Macron qui ne fait pas ça, qui a dit qu'il n'y aurait plus une seule personne dans la rue avant la fin 2018 et qui continue de constater que les pauvres sont là? Eh bien, je ne le défends pas sur ce thème-là. Moi, je défends ce que je dis, ce que j'assume, ce que j'écris dans mes propres textes. Après, Macron, il dit Très bien, parfait. Maintenant, on passe à Natacha. Vous voulez parler à Bernard de la Libye. Oui. Ça s'appelle Complice du chaos. Dans vos grands engagements, vous avez toujours cherché à libérer les peuples opprimés par des dictateurs, quitte à vous tromper. Nous avions reçu il y a quelques semaines ici un jeune homme, Alpha Kaba, qui est passé par la Libye. Il y est resté torturé, esclave, pendant des mois, avant de pouvoir être libéré par son maître et traverser la Méditerranée. Il y aurait entre 700 000 et 1 million de migrants en Libye, dont beaucoup sont réduits en esclavage. Quand vous voyez la situation de la Libye aujourd'hui, vous qui avez incité Nicolas Sarkozy à intervenir, qui avez poussé pour que la France mène une coalition, cette coalition a dépassé le mandat qui lui était donné par l'ONU, qui était simplement d'empêcher le massacre de Benghazi et de Misrata, et c'est une coalition qui donc est allée jusqu'à la mort de Kadhafi, et ça a abouti à la situation totalement apocalyptique de la Libye aujourd'hui. Quand vous voyez tout ça, est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites « je me suis trompé quelque part, peut-être que j'ai eu tort, peut-être que ce n'était pas la bonne façon d'agir » Pas un instant. Parce que je crois que vous ne savez pas ce que veut dire l'apocalypse. Si vous dites la Libye, situation apocalyptique. La vraie situation apocalyptique, c'est pas en Libye, c'est en Syrie qu'elle est. Le vrai pays qui est en train de se vider depuis 5 ans comme un évier. Le vrai pays d'où sont partis 3 millions de réfugiés. Mais ça, on le sait, mais je vous parle de la Libye. Attendez. Le pays où est né Daesh, où il s'est implanté et d'où sont partis les assassins du Bataclan, ce n'est pas la Libye, c'est le califat installé en Irak et en Syrie. Ce que je veux dire par là, le bilan de la non-intervention en Syrie,
le bilan du fait qu'on se soit dit c'est pas notre affaire, que ces Arabes se débrouillent entre eux, qu'ils s'étripent s'ils veulent, ça ne nous regarde pas, il est terrible. C'est Al-Qaïda, c'est le chaos et c'est des migrations massives. Le bilan de l'intervention en Libye, il est évidemment pas idéal parce que... Ah non, pas idéal. Mais bien sûr que non. Parce que c'est comme ça, l'histoire humaine, elle se fait pas d'un coup. Et parce que les démocraties ont commis une faute, c'est de ne pas faire le travail après. C'est-à-dire de ne pas avoir accompagné ce peuple libyen qu'elles avaient libéré dans la construction d'un État-nation authentique. Mais il est infiniment moins apocalyptique que le bilan de ce qu'on voit en Syrie aujourd'hui. Deuxième question. Vous avez présenté à Nicolas Sarkozy ce Conseil national de transition libyenne, qui devait apporter la démocratie, qui devait être une solution, c'était l'opposition à Kadhafi. Oui. Quelques mois après, le président du Conseil national de transition, Moustapha Abdel Jalil, expliquait que la charia était incontournable dans la future loi libyenne et que toute loi qui contredisait la charia devait être déclarée illégale. Est-ce que vous ne vous dites pas là aussi qu'une fois de plus, vous avez rêvé de trouver des grands démocrates et que vous avez soutenu des gens qui sont des islamistes purs. Et ça n'a jamais été mon raisonnement, si vous me faites la bonté de me lire un jour. Vous êtes trompé. Mais bien sûr que non. Il se trouve que j'ai publié... Mais non, attendez, Natacha Polony. Il se trouve que j'ai publié mon journal jour après jour des mois en question. Et que j'en ai tiré un film aussi qui s'appelait Le Serment de Tobrouk. Donc tout est là. J'ai vu le film, pendant tous ces mois-là, j'ai vécu dans la hantise, en effet, que cela se passe. J'ai vécu dans l'idée qu'il était évidemment possible que ces gens que je soutenais ne soient pas des démocrates churchilliens, pour revenir. Mais en revanche, ce que je pense, il n'y a pas de peuple à qui on puisse dire, a priori, la démocratie, c'est pas pour vous. L'Occident, jusque-là, avait toujours soutenu les dictateurs. Il avait comme il a fait aujourd'hui avec Bachar al-Assad. Il avait soutenu les dictateurs depuis des décennies. Un peuple à se soulever, il prenait ses responsabilités. Je crois que c'était juste, en effet, de ne pas lui fermer la porte. Juste un mot, c'est-à-dire vous parlez de renverser des dictateurs, sauf que les dictateurs que vous avez renversés sont des dictateurs laïques qui ont tout le temps été remplacés par des dictateurs théocratiques. Moi, je préfère un dictateur laïque qu'un dictateur théocratique. Et moi aussi. Mais dans quel cas est-ce que je... Ça a commencé avec l'Iran, ça s'est continué en Libye, ça s'est continué dans tous les pays. Et il n'y a que Bachar el-Assad qui s'en est sorti, parce que sinon, il y aura un califat pour de vrai. Ai-je soutenu le renversement d'une dictature et qui aurait débouché sur une théocratie? L'Iran, c'est... La Libye. Non. La Libye. Il y a une dictature théocratique en Libye, écoutez. Non, il y a des camps d'entraînement en Libye. Ce que je veux dire, attendez, il y a un mois, à la place où vous êtes assis, il y avait Alpha Kaba, ce jeune Guinéen de 30 ans qui a vécu pendant 2 ans un enfer en tant qu'esclave. Ce qui est dingue, c'est que je ne sais pas comment doit réagir Alpha Kaba aujourd'hui, en sachant qu'à cette même place est assis aujourd'hui peut-être un des responsables de l'enfer qu'il a vécu. Et donc, Bernard-Henri Lévy, vous avez peut-être des chemises très propres, mais vous avez peut-être aussi les mains très sales. Oui, eh bien moi je ne sais pas comment réagissent en vous écoutant les centaines de milliers de Libyens. C'est pas un, c'est pas 1000, c'est pas 10 000, c'est des centaines de milliers de Libyens qui ont été torturés pendant les années Kadhafi. Et comment réagissent les Tunisiens qui se battent pour que la révolution il y avait chaque année en Libye, il y avait une cérémonie nationale. Il y avait tous ces camps d'entraînement de djihad qui sont là, qui leur empêchent d'avoir une démocratie. Les camps d'entraînement du djihad, je les ai vus. Je suis allé au contact de ceux qui les combattaient. Ils étaient en Irak et ils étaient en Syrie. 1 million de réfugiés libyens en Tunisie. On passe à Gilles William. Donc pour vous, Bernard-Henri Lévy est responsable des dérives de l'antiracisme. Assurément. Dites-lui. Je veux vous dire combien je suis en opposition complète avec ce que vous avez fait à SOS Racisme et ses suites. D'abord, SOS Racisme, dès le départ, moi je l'ai dit et un peu écrit, c'était difficile à l'époque, la petite chose jaune là, sur la poitrine. C'était une main. Elle était jaune et certains avaient compris que ce petit clin d'œil, sans doute inconscient, en tous les cas subliminal, avec l'hitlérisme, était quelque chose d'obsessionnel qui a coûté très cher. Et d'ailleurs, même le vocable SOS Racisme semblait aussi vouloir dire, et d'autres l'ont dit comme Baudrillard, que d'une certaine manière inconsciente aussi, on voulait aider le racisme. Et d'ailleurs, pardon, j'ai pas fini.
Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Vous n'avez pas fini, mais moi, je ne vous permets pas de sonder mon inconscient, ni de celui de mes camarades de l'époque. Oui, d'accord. Ah ben oui, l'inconscient, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu cette année-là, en 1984, un geste de fraternité et de générosité de jeunes filles et de jeunes hommes qui ont dit le racisme, ça suffit. Et qui ont dit surtout, et c'est ça qui était important, dresser les communautés les unes contre les autres, il faut arrêter. Bon, écoutez, en tous les cas, le résultat n'est pas extrêmement brillant, vous me l'accorderez, et j'essaie de... Bon, d'accord. Ah bon, si vous êtes content de la manière dont en ce moment ça se passe dans la société française, et qu'on aille massacrer les enfants juifs dans les écoles, c'est votre problème. Mais ce que je veux dire, moi j'ai un peu... Et quel est le rapport entre SOS Racisme et le massacre des enfants juifs dans les écoles? Par exemple, d'avoir criminalisé le discours sur l'immigration, d'avoir criminalisé la critique de l'antisémitisme islamique, d'avoir criminalisé à l'époque même la critique de l'islamisme, ça a effectivement eu quelques conséquences. Mais la chose principale que je reproche dans le dévoiement de ce mouvement antiraciste à l'époque, c'est d'avoir fait des Français des Dupont-Lavejoie racistes en puissance et d'en persuader la communauté immigrée. Il y a une phrase, moi, de vous, qui m'est restée et qui me restera longtemps en travers de la gorge, même si c'est vous qui l'avez prononcée, c'est cette fameuse phrase à Globe. Bien sûr, nous sommes résolument cosmopolites. Bien sûr, tout ce qui est terroir, béret, bourré, bref, franchouillard ou cocardier, m'est étranger, sinon odieux. Eh bien, moi, je pense que cette manière de caractériser le peuple français, c'est du mépris. Mais je ne crois pas que ça soit ça, le peuple français. C'est pas du mépris. Mais je ne crois pas que ça soit ça, le peuple français. C'est aussi le béret et la bourrée. Hein. Ah bah, c'est aussi le béret et la bourrée. Mais le mot franchouillard, franchouillard, Bernard-Henri Lévy. Mais je ne crois pas que les Français soient franchouillards. Je crois que Le Pen est franchouillard et je ne crois pas que le peuple français soit franchouillard. Je crois que le peuple français a été grand, est grand, peut être grand. Le peuple français... Attends, je vous laisse parler, vous me laissez parler maintenant. Une seconde. D'abord, la criminalisation de l'anti-islamisme, enfin, vous avez rêvé ça. Moi, quand je critiquais l'islamisme, il y a 20 ans, les gens me jetaient des pierres. Enfin, Bernard-Henri Lévy, il y a 20 ans. Vous savez ce que c'était de critiquer il y a 20 ans? On nous critique d'ici homophobe. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Mon cher ami, moi, ça fait 25 ans que je dénonce l'islamo-fascisme. Ça fait 25 ans que je dis que l'islamisme radical, c'est pas l'enfant de la misère sociale ou des excuses sociologiques, mais que c'est un enfant de l'islam. Je l'ai écrit. J'ai fait un livre en 1994 qui s'appelait La pureté dangereuse pour construire ce concept-là. Donc, je n'ai pas de leçon à recevoir de vous là-dessus. Par ailleurs, le peuple français, c'est Pétain et c'est De Gaulle. C'est en effet le Front National et tout ce qui va avec. Et c'est aussi une belle et grande insurrection démocratique. C'est les deux. Et je refuse, moi, cette réduction à laquelle vous procédez, de réduire le peuple français mais à vous une affaire n'entendez pas. de bourré et de béret. Vous n'entendez pas qu'en employant le mot franchouillard, vous n'entendez pas avoir une sorte de mépris par rapport à la Marseillaise, alors que je suis certain que vous vibrez sur d'autres hymnes, a eu tendance à laisser à penser à une partie de la communauté immigrée que les Français étaient des sales racistes. Est-ce que ça, au moins, vous entendez ce que je vous dis? Non, parce que... Vous ne l'entendez pas? Et je ne l'entends pas. À l'époque d'Harlem Désir et de Julien Drey, nous ne cessions de dire au peuple français qu'au contraire, il était grand. Et qu'il était grand quand il acceptait de se séparer de ces démons qui, de temps en temps, le pourchassent et viennent le hanter, et qui prenaient la forme, à l'époque, du Front National naissant. Donc le peuple français, il est grand. Mais à l'époque de SOS Racisme, le simple fait de parler des flux migratoires était déjà consubstantiel d'un racisme franchouillard. Pas pour moi. Gilles William Goldanel, on peut d'un côté dire que cette espèce de politiquement correct dominant aujourd'hui est atroce, et dire en même temps qu'on aimerait un monde où on ne dresse pas les uns contre les autres, les Juifs et les Arabes, et ainsi de suite. Moi, c'est pour ça que je me suis battu toute ma vie contre cette horreur, cette peste, cette lèpre de l'esprit qui s'appelle
la concurrence des mémoires, la compétition des victimes. Je hais cela. Bien. À travers tel ou tel épisode de ma vie, c'est contre ça que je me suis battu. Et voilà, c'était la battle de la semaine. Peggy Zilberling a été battue par son fils. Elle n'a pas eu d'autre choix que de porter plainte contre lui. Pierre Licia, notre reporter, l'a rencontré. Magnéto Serge. Aller en justice contre ses enfants, c'est rarissime. Pourtant, c'est ce qui est arrivé à Peggy. En 2015, elle a porté plainte contre son fils de 17 ans. Aujourd'hui, elle brise le tabou. Peggy, est-ce que vous pouvez nous raconter quel genre d'enfant était Evan? Evan était un enfant très joyeux, une très très forte sensibilité. Quand il était en 4e, il était en décrochage scolaire. Et je savais que voilà, les sorties, les soirées qu'il consommait de l'herbe, mais je me rendais pas compte que c'était qu'on allait vraiment, on glissait vers de l'addiction. Et c'est cette soirée de la fête de la musique où il est venu pour me demander de l'argent. J'ai refusé. Et là, il a fait une réelle crise. Il a tenté de sauter par la fenêtre. Je l'ai rattrapé et c'est à partir de ce jour-là que tout a commencé. Il a été amené tout de suite aux urgences de Sainte-Anne et de ce jour-là, on s'en est jamais sorti. Vous avez tenté d'obtenir de l'aide? Ce que je voulais simplement, c'est qu'on prenne le temps de diagnostiquer cet enfant. Ça n'a jamais arrivé. Une fois, je reçois des assistantes sociales. Et oui, je vis pas... je ne suis pas issue d'un milieu social défavorisé et elles ne m'ont pas jugée prioritaire. Et qu'elles ont considéré que parce que vous aviez de l'argent, vous pouviez faire face. Exactement. Et puis encore une fois, mon enfant ne voulait pas suivre de thérapie. Quand on a un enfant qui ne veut pas y aller, qui fait 2 têtes de plus que vous faites comment? Une semaine après l'anniversaire de sa sœur, il a fait une crise de nouveau et il a tenté de me tuer. J'étais au sol et il y avait mon fils qui me tenait par la gorge. Je ne reconnais pas mon enfant à ce moment-là. Harold, à quel moment de sa vie vous avez rencontré Peggy? J'ai rencontré Peggy à un moment de sa vie qui était apparemment similaire au mien. Nous étions tous les deux des êtres divorcés. Du coup, c'est vous qui avez été déclencheur dans la prise de décision d'aller porter plainte? Oui. Je crois. Ah oui, oui. J'ai un enfant qui est en danger, je le sais. Et personne ne veut m'écouter. Voilà, pour continuer à en parler, j'accueille Peggy Zilberling. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, Peggy. Pierre. Bonsoir Peggy. Bonsoir. Vous avez donc porté plainte contre votre fils. Suite à cette plainte, il y a eu un procès. Votre fils a été reconnu coupable. Est-ce que, depuis ce procès, vous êtes maintenant soulagée? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il a été reconnu coupable pour les faits, mais il a été condamné à un rappel à la loi. Alors que moi, j'avais demandé à ce qu'il soit condamné à une obligation de soins. Rien d'autre. Aujourd'hui, votre fils a 21 ans. Oui. Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que vous savez comment il va? Je l'ai revu la dernière fois, c'était il y a 3 semaines. Et ça a été très difficile de reconstruire un dialogue avec lui. Il consomme toujours? Il consomme toujours. Les mêmes drogues? Non. Et ça, je l'ai appris il y a 3 semaines. On a découvert qu'il consommait de la line. C'est un sirop à base de codéine. Et au lieu d'en consommer comme une prescription normale, une cuillère tous les soirs, ils en consomment 2 bouteilles. Et on appelle ça l'héroïne liquide. Mais ça a commencé par une consommation festive avec des copains, un joint. On pense que un joint c'est cool, mais c'est pas cool du tout en fait.
Le juge, d'ailleurs, au tribunal des enfants, l'a bien expliqué. C'est qu'à un certain moment de consommation de THC, il tombe dans la schizophrénie. Et la schizophrénie, une fois qu'elle est là, c'est fini. Peggy, dans cet ouvrage, dans votre livre, vous revenez longuement sur votre histoire, sur votre passé, sur votre enfance. Vous racontez la violence de votre père, celle du père de votre fils, qui est aujourd'hui décédé, et maintenant la violence de votre fils. Avec le recul, si vous aviez quelque chose à refaire quant à l'éducation de votre fils, est-ce que vous changeriez des choses? Je crois avoir fait du mieux que j'ai pu, parce que j'ai une fille qui, elle, va très bien. Je ne crois pas qu'il a manqué ni d'attention, ni d'amour, ni d'écoute. Bernard? Non, je crois que c'est la douleur absolue, quoi. Et donc, moi, je n'ai rien à dire là-dessus. J'ai juste envie de lire votre livre. Voilà, et je vais lire votre livre. Merci, Peggy. Peggy Zilberling, merci d'avoir été avec nous. Votre livre, Pour lui, est disponible aux éditions Stock. Bernard-Henri Lévy, merci d'avoir été avec nous. Looking for Europe, c'est dans toute l'Europe, et les 20 et 21 mai au Théâtre Antoine à Paris. Les décors de la pièce sont réalisés par le designer Vincent Marais et la musique est composée par le rocker Nicolas Kerr. Je rappelle que votre livre, L'Empire et les Saints Croix, est toujours disponible aux éditions Grasset. On se retrouve après la pub avec le zapping des terriens et l'homme aux grosses lunettes et aux chansons rigolotes, Richard Gottener. À tout de suite. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion, toujours en compagnie des 6 mercenaires, Natacha Polony. Moi je reste attaché à la douce personne. Attention, Raquel Garrido. Dans les balles populaires, les Raquel du samedi, du bleu sur les paupières, tourne, tourne, tourne aussi. Mais là-bas, près du comptoir, en bois, nous on dansera. On est là pour boire un coup, on est là pour faire des coups, et pour se revoir un coup, et pas payer nos verres, pour boire un coup, et j'irai même un peu. Oh là 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 là. Attends, est-ce que je peux dire un truc? Je suis très fière parce que cette chanson qui est quand même ce que BHL appellerait la chanson franchouillarde par excellence m'a été affublée à moi qui suis quand même une immigrée, une vraie immigrée quoi. Ouais. Et en plus le fait que ça soit devenu mon jingle, on en parle dans un livre. Un livre à paraître là, en avril, de Bastien Cossec, un livre sur Sardou. Et il est mentionné le fait que... Oh là là, oh là 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 là. Notre émission, Les Terriens du dimanche, a pris les balles populaires de Sardou comme jingle. Je vais te dire, le moment le plus fort de l'émission, c'est ça pour moi. Ouais. Monia Cachemire. Je suis snob. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que j'aime. Franz Olivier Gisbert. On dirait dessus. Le temps dure longtemps. J. William Goldnadel. Je suis carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Et Pierre Licia. Ça marche. Une moustache. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure du zapping des terriens. Première vidéo direction l'Australie Magnétoserge.
Je la suis sur Instagram. C'est elle. Vraiment, elle revendique les corps comme moi. Donc, c'est mon. Voilà, elle est tout là-haut dans mon panthéon. Ton maître à penser. Un peu. Ouais. Deuxième vidéo, direction la France, Magnéto, Serge. Te demander un cadeau pour la dernière émission. Oui. Est-ce qu'on peut inviter le maire de Bobigny? Est-ce qu'on peut faire une battle de danse avec lui sur le plateau? J'adorerais, il est génial, ça fait du bien, c'est super de voir ça. Tellement drôle. Ah, j'adore. Comme ça, vous direz pour une fois, vous direz du bien de la Seine-Saint-Denis. Pour une fois que c'est des Français, d'habitude, ces vidéos, elles viennent toujours de l'étranger. Là, on a quelqu'un de français, ça fait du bien. Direction les États-Unis, Magnéto, Serge. I'm a thick bitch, I need tempo. Get on this ride, baby, you gon' have to buckle up. Thick thighs, save lives, call me little buttercup. All means necessary. My ass is not an accessory. Yeah, I said it, accessory. Twerk skills up on legendary slow songs, they for skinny hoes. Kitty cat, brrr. All the thick girls down on a brrr. Ice on my neck like brrr. I'm big bone with nice curves. Look at me, I know I look grrr. Look good, look good, look good. Fallait voir la tête de Natacha pendant le Magnéto. Pourquoi vous vous sentez obligé, à chaque fois, de mettre une pub de con avec une tête de con? J'ai jamais compris. C'est incroyable. Natacha? Non seulement c'est de la bouffe de merde, mais en plus, en c'est grande une quantité. quantité monstrueuse. Voilà, c'est ça qui est drôle. Direction la Finlande, Magnéto, Serge. C'est finnois, quoi. Je préfère les lancers de nains. Oui, c'est un peu le même genre. Ouais. Bah non. Est-ce que, Raquel, est-ce que vous trouvez pas ça un petit peu? J'en étais sûre que vous alliez venir vers moi. Oui. Et on est à 3, 2, 1 de parler d'Alexis, non? Non. Pas du tout. Non, ah bon. Pourquoi il fait ça? On parlait pas à Alexis. Non, Alexis, il aimerait faire ça. Est-ce que vous trouvez pas ça un peu sexiste, Raquel, non? Non. Moi, je trouve que c'est marrant. Moi, je suis même Raquel. Je trouve pas ça sexiste. Je sais pas, on parlait du lancer d'un. On a interdit le lancer d'un parce que c'était attentatoire à la dignité humaine. Et là, c'est pas attentatoire à la dignité. Mais si t'as plus le droit de faire ça. Mais depuis quand lancer un nain, c'est pas attentatoire à la dignité humaine? Je suis content d'avoir lancé le débat. Là, c'est pas attentatoire. C'est un vrai débat. Moi, j'ai dit qu'il faut réhabiliter le lancer de nain. Direction le Japon. Magnéto, Serge. Ça vous plaît, ça? Ouais, moi j'ai envie d'essayer parce que j'ai vu que c'était bon ça relaxe, le mal au dos. T'es un bon gogo, j'ai envie d'essayer. Non, c'est un pas bon client. Non, mais attends, il se passe des choses en Asie. Il y a quand même une médecine. Oui, c'est la semaine du blanc. Il y a une médecine en Asie depuis très longtemps. Et je trouve que c'est bien d'essayer. Moi, j'ai envie d'essayer. Ouais. Bon, la dernière fois que j'ai mis un mec comme ça dans un drap, il était dans mon coffre de voiture. Le monde est fou. Et maintenant, j'accueille l'homme aux grosses lunettes et aux chansons rigolotes, Richard Gottener.
est très heureux de vous recevoir. Alors, comme tous les invités, vous avez un slogan. Votre slogan, Richard, c'est « Machine à tube ». Ça va? Ouais, c'est un peu industriel quand même. Ah, d'accord. Moi, je serais plutôt dans l'artisanat. Et vous avez un sampleur comme tous les invités. C'est un hommage au Yuki, évidemment. Alors, votre nouvel album s'appelle Saperlipopette, hors note Saperlipopette. On va en parler, mais avant votre portrait, Richard, par Stéphane Blakowski, Magnéto Serge. 1948, Richard Gottener naît à Paris. Il passe 4 ans dans le flou avant que ses parents ne lui payent des lunettes. Richard adore faire le pitre, mais il poursuit sagement ses études. En 68, il entre à la fac de droit, d'où il ressort 5 ans plus tard pour se lancer dans la pub. Dès 74, il lance sa propre agence. 1975, sa pub pour Banga entre dans la tête de tous les Français. Banga, y a des fruits, juste qu'il faut. Dans Banga, y a de l'eau, oui, mais pas trop. Richard écrit les paroles, la musique est confiée à Claude Engel, un ancien guitariste du groupe d'avant-garde Magma. Rien à voir avec leurs jingles qui deviennent de véritables tubes comme Belle des Champs. Tout le monde t'aime tant, Belle des Champs. Danette. On s'enlève tous pour Danette, Danette, Danette. Ou encore Sopiquet. Sopiquet, Sopiquet. À la viande, aux légumes, au poulet. En 77, Gottener enregistre ses premières chansons. Puis il devient pote avec Coluche, qui le pousse à monter sur scène. On va retrouver Gottener, c'est un garçon dans un instant que vous avez souhaité avoir. Ah oui, Gottener. Au début des années 80, Richard enchaîne les tubes. Il y a le Mambo du Décalco, 3 vieux papis, sans oublier le célèbre Yuki. Il était où, hein, le Yuki? Il était où, le gentil petit toutou? 1990, Richard veut faire du cinéma. Il écrit un scénario et s'octroie le premier rôle, mais si Rendez-vous au tas de sable est un film plutôt marrant, il ne remplit pas les salles. 2004, Richard monte sur scène avec un spectacle inclassable, La Goutte au pépère. Il interprète 9 personnages différents dans un mélange de comédie et de chansons sur fond de fables écologiques. En 2016, Richard s'installe à la campagne, dans l'Allier. Il continue de faire de la pub en créant un jingle pour l'aglobus de Bourg. Roule, roule, mon bus, roule, mon autobus. 2019, Gottener est de retour. Les vidéos de ses nouvelles chansons ont dépassé le 1 million de vues. Il flingue le conformisme, c'est pour ça qu'il est ce soir chez Ardisson. Je veux pas y aller au paradis. Voilà. Alors, là, on va se faire plaisir. Pour tous ceux qui auraient oublié Richard Gottener, c'est ça. Il était où, hein, le Yuki? Il était où, le gentil petit toutou? Il était où, hein, le Yuki? Le gentil petit toutou? Il était où? Où ça, hein? On sait pas la java, le cha-cha connaît pas. Quand on fait le mambo, on s'en mêle les nougats. Le tango c'est très beau, mais on sait pas les pas. Pour mouiller nos liquettes, on a un flanc. Toujours en quête d'une buette. Elle est mambo la maladie. Elle est mambo la manie. Mambo, mambo le décalco. Mambo, mambo la décalcomanie. Alors, ce qui est extraordinaire avec vous, d'abord, vous êtes extrêmement créatif et non seulement les paroles sont super drôles, super joyeuses, mais en même temps, musicalement, ça assure à mort. Et c'est ça qui m'a toujours séduit avec vous. C'est pour ça que je vous aime beaucoup et j'aime beaucoup votre travail. Parce qu'en fait, putain, derrière, ça assure, quoi. Les frères Engel, ils y vont, les mecs. Ouais, j'ai été aidé, hein. Alors, dans la pub, moi, j'avais utilisé Primitif pour la marque Infinitif. Mais vous avez fait des jingles exceptionnels. On est tous pour c'est si bon la Danette, Danette, Danette. Dans Banga, y a des fruits, juste qu'il faut.
est blanc qu'il est crème ton fromage. Dis, donne-nous-en un peu, belle des champs. Couscous garbite, c'est bon comme là-bas, dit. Oh là là. C'est génial. C'est une vision très idyllique de la société de consommation, finalement. En tous les cas, donc vous êtes ici, Richard, pour votre nouvel album qui s'appelle Saperlipopette hors note. Saperlipopette. Vous avez pensé à mettre une étiquette explicite lyrics sur l'album, là, parce que Saperlipopette, c'est quand même gonflé, quoi. Pourquoi pas Sacre Bleu, je veux dire. Mais on en parle aussi. Bah oui. J'aime bien les mots désuets, français si possible, et je trouve que c'est bien de recharger les mots qui sont en fait qui ont tendance à disparaître, de les brancher un petit coup pour les recharger de manière à leur donner de la force. Mais c'est beau, la langue française se délite beaucoup en ce moment, et c'est bien d'aller chercher les vieux mots de la langue française. Alors, vous m'avez appelé il y a 2 jours en me disant Thierry, je suis content parce que ça y est, mon clip est fini, je vais pouvoir te l'apporter. Voilà. C'est une exclusivité, hein. Ah ouais, je sais bien, j'en suis ravi. Alors voilà, on va regarder à quoi ça ressemble. Ça s'appelle Je veux pas aller au paradis, Magnéto Serge. Y a pas un chat, c'est le désert. En permanence, t'as la lumière. Au paradis, à part ma mère, je connais personne, même pas Saint-Pierre. Je veux pas y aller au paradis. Si l'on m'y colle, je m'en enfuis. Quand je jouerai la fille de l'air, je veux qu'on me flanque en enfer. L'enfer, là, je suis sûr au moins d'y retrouver tous mes copains. Pas mal. Je n'ai pas perdu la main, finalement. Tout va bien. Je m'amuse beaucoup. Là, je veux citer aussi c'est Léo. votre fils qui a fait le clip. C'est Léo qui a réalisé, ouais. Ben, c'est-à-dire qu'on s'amuse, je continue à m'amuser toujours. C'est le maître mot. Tant que je m'amuse, vous verrez, le jour où je ne m'amuse plus, ciao. Ah non. Tout comme Thierry Ardisson, vous êtes un fils de pub. Vous avez fait vos premiers pas dans la pub, vous êtes fait remarquer dans la pub, vous avez connu des succès dans la pub, donc je vous propose évidemment une interview fils de pub. Alors, on vous décrit comme un génie de la pub. Moi, je trouve que vous êtes un orfèvre du jeu de mots parce que vous êtes un vrai concepteur. Et d'ailleurs, il y a une légende qui dit que pour trouver du travail dans les années 70, eh ben, vous avez fait le tour des agences de pub, mais avec un vrai book, l'animal, et non pas un book, à savoir le dossier avec les références. Alors moi, je voulais savoir, est-ce que cette légende urbaine est vraie? Elle est jolie. Ça se faisait beaucoup à l'époque, quand on voulait avoir un job en publicité, d'être un peu rentre-dedans et d'arriver avec des plumes dans le cul, tout ça. Enfin bon, enfin, quand je dis dans le cul, c'est dans le cul. Et en fait, c'est une bande dessinée. C'est-à-dire que je ne sais plus qui l'avait fait, cette bande dessinée. Il avait fait Gotener arrive dans une agence de pub avec un book, et il m'avait fait arriver avec effectivement un book. L'histoire est jolie, mais Moi, j'aimerais avoir votre avis sur les jingles, les slogans en tout cas de pub qui ont été inventés par Thierry Ardisson. Par exemple, j'aimerais avoir votre avis sur Vas-y Vaza, La paire, il n'y en a pas deux. Ovomaltine, c'est génial. C'est de la dynamique, parce que j'ai quand même appris cette semaine que c'était c'est de la dynamique. On a tous entendu c'est de la dynamite. Vous pensez quoi de ces slogans? Alors, j'adhère complètement. Vous avez utilisé le mot, ce sont des slogans. Maintenant, vous parlez de slogans dans une réunion chez les pubards, ils vous prennent pour un ringard. On dit pas slogan. Qu'est-ce que c'est un slogan? Mais non. La publicité actuellement est faite par des marketeurs, des gens du marketing. Ils savent pas la faire, ils savent pas, ils veulent communiquer. Il faut pas communiquer avec les gens, il faut leur parler. C'est déjà beau, c'est plus simple. Le pouvoir est passé des saltimbanques au géomètre et désormais au comptable, donc c'est mort. On va faire un petit jeu, c'est le blind test. Alors,
Alors, le concept est plutôt simple. Hein. Bon, tout le monde n'a pas inventé, comme vous deux, des tubes, des publicités. Donc là, en fait, l'idée, c'est de vous montrer qu'en fait, certains sont capables de massacrer des grands standards. Tu envoies les jingles pubs et on doit tous trouver... L'original. La chanson originale. D'accord. Okay. T'es prêt? Ah, je suis bon. T'es prête? Allons-y. Beach Boys. Beach Boys. Allez, deuxième. On va plonger. Ah, bah on va s'aimer. C'est ça. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. Oh. Oasis, 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 oasis. C'est quoi l'original? C'est par Rosalie. C'est Carlos. Rosalie. Et la dernière. Ah, le prix. C'est la Watt de Caroline Love. C'est la Watt qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la Watt de toutes les matières. Tu vois que c'est bien la pub. Il y en a une qui n'est jamais sortie, qui était formidable. C'était Carnivore. C'était pour de la bouffe pour chiens. C'était Carnivore, Carnivore, Carnivore. Tous les médors tombent d'accord. Merci Richard. Merci d'avoir été avec nous. On a passé un super moment. Je rappelle, l'album Saperlipopette, hors note, Saperlipopette est disponible. Voilà, merci. On se retrouve après la pub avec les terriens de Tanguy Pastureau et le winner de l'actu. A tout de suite. Bonsoir les terriens du dimanche. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Toujours en compagnie des 6 mercenaires. Natacha Polony, Raquel Garrido, Monia Cachemire, Franz-Olivier Gisbert, Gilles William Golnadel et notre rapporteur Pierre Licia. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure des terriens de Tanguy Pastureau. Très bien, merci. J'étais sur le remix de Christophe Castaner pour les nightclubs. Top. Une grosse mixtape. Ça va cartonner cet été. Génial. On passe à Pastureau. S'il vous plaît. Ah, Thierry. Oh, Thierry, quel doux prénom. Évocateur pour moi de dimanche grassement rémunéré, de sourire complice, de cette tension sexuelle inassouvie que nous sublimons à travers le processus créatif, comme tous les gens fidèles, ce qui permet d'affirmer qu'Evangélie est une sacrée cochonne. Le prénom Thierry vient du germanique, c'est pour ça que vous êtes impressionnant. Si vous vous étiez appelé Kevin, prénom qui vient du Nord-Pas-de-Calais, là nous serions en train de jouer à Chabit, comme dans les autres émissions de C8. Alors Thierry en germanique vient de Teudric, Teud signifiant peuple, et Ric, référendum d'initiative citoyenne. Dans votre prénom, il y a Éric Drouet, il y a Raquel Garrido, il y a des merguez dévorées par des gens poilus entre Bastille et Nation. Moi, j'aurais adoré me prénommer Thierry plutôt que Tanguy, parce que nous, les Tanguy, on prend cher. Depuis... depuis mercredi, ça recommence, là, à cause de Tanguy 2, le film. Mais tout le monde se moque de moi. J'ai l'impression d'être Guillaume Musso en visite à l'Académie française. Tenez, vous allez voir. Bonjour, cher public, je m'appelle Tanguy. J'en peux plus. Alors qu'au départ, en breton, Tanguy signifie chien de feu. C'est sexy, chien de feu. On a l'impression d'être chez Brigitte Bardot quand elle a paumé ses lentilles de contact et qu'elle a allumé son teckel à la place de sa gazinière. Mais c'est un prénom à bosser à la chaîne Animaux, ça.
Mais non, il a fallu que le cinéma français me salisse. Ah, eh ben c'est moins risqué de se moquer des Bretons, qui au maximum peuvent vous envoyer Nolwenn Leroy pendant 4 heures devant chez vous sur le loup, le renard et la belette, que des Arabes, par exemple. Leur film, il n'allait pas l'appeler Toufik, c'est pourri. Parce qu'un Breton fâché, c'est ça. Hein, en fait, il s'apprête à pleurer en pensant sauter du haut du viaduc de Morlaix. Un Arabe fâché, c'est ça. Tout de suite, on se moque moins. C'est Hannibal Lecter en jogging. C'est marrant les noms des gens. Regardez cette semaine, un footballeur anglais qui s'appelle Drinkwater, boit de la flotte, en français, a été arrêté au volant en état d'ivresse. C'est comme si Gilles Boulot était surpris en train de rien foutre. Et puis il y a des bizarreries. Notre ministre du numérique, Cédric O, son nom de famille, vous savez, c'est une lettre. Mais le site de la SNCF, apprend-on dans la presse, ne prend en compte pour les réservations que les noms ayant minimum 2 lettres. Et Air France aussi. Donc Cédric O va se déplacer à dos de mulet. Hein, 40 jours pour un Paris-Marseille, on va pas le voir souvent. Et prenez Macron. Macron, on dit souvent, ouais, il se prend pas pour un étron de kiki, le Yorkshire de ma tante. Mais vous savez d'où ça vient, Emmanuel? Du prénom hébreu Immanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Eh ben forcément, il a un ego de la taille d'un postérieur chez la famille Kardashian. Mais quand on a un prénom qui se traduit par Dieu est avec nous, on flambe. Macron, quand il entre dans une église, c'est Sister Act. Hein, les gens se mettent à danser, c'est à groove, tout le monde est là. Le curé qui se met à crier, allez les enfants, on fait tourner son slip au-dessus de sa tête. Enfin, des trucs qu'on fait dans les religions, quoi. Donc c'est une bonne nouvelle. À l'Élysée, on a Dieu. Dieu a une femme, Brigitte, un chien, des tas d'ennuis. Dieu a la même vie pourrie que nous. Mais qu'a fait Dieu récemment ? Eh bien, il est notamment allé voir les Corses. Alors, ce sont ces gens dont personne ne se moque dans les films, sinon la maison du réalisateur, elle brûle. Hein, chez eux, en Corse. Alors, lors d'une réunion, le président de l'association des maires de Corse a lu ses demandes à Macron. Alors, 80% du budget national pour la Corse, une autonomie totale de l'île et le retour de Pierre Lissia, à qui, d'après eux, Paris ne convient pas. Il est tout pâle, hein, ont-ils dit. Alors, Macron a tout accepté en bloc, hein. Les Corses ont donc défait ses liens et il a pu marcher. Puis a parlé le maire de Petruceda, hein, qui non seulement est corse, mais en plus ressemble à Stallone. Hein, Macron lui a donc donné les clés de la berline en tremblant et en lui disant « je m'en fous, j'irai à pied ». Puis il a fait une de ces photos tendancieuses dont il a le secret. C'est très troublant, même les véganes ont eu un début d'excitation en voyant ça. Aymeric Caron s'est longuement fouetté avec sa ceinture bio en peau de boulgour. Alors il s'est mis juste en dessous, si bien qu'il avait à peu près la vision d'un enfant de 2 ans qui en Écosse croise des adultes en kilt traditionnel. On en mangerait. Alors, de retour sur le continent, Macron a visité un bâtiment de la Défense où on sait qu'il est jeune, à tel point qu'ils lui ont fait un petit dessin pour lui expliquer leur fonctionnement. Hein, la prochaine fois, ils lui fileront Choupi Magazine, il le lira tout seul dans son coin. Quant à son épouse Brigitte, celle qui a choisi Dieu, c'est l'élu, eh bien, elle a fait du 2 roues, avec derrière elle un frotteur du métro qui avait décidé de changer 2 moyens de transport. Alors, c'est pour le biopic de François Hollande. Hein, finalement, ils ont pris Brigitte, une femme, afin d'abolir la notion de genre. Et ça, c'est scandale. Allez, maintenant, ils aiment Macron car ils aiment Dieu. C'est normal, c'est lui qui nous a fait un 7e jour pour glander. Dieu n'était pas le dernier à aimer chiller. Ce sont les macronophiles. Avec Brune Poirson, ministre de la Transition écologique. Donc ça consiste à faire pipi dans la douche pour pas gaspiller l'eau. Hein, après, le souci, c'est qu'on confond. Moi, par erreur, hier, je me suis lavé dans la cuvette de WC. Alors, Brune Poirson, qui a inventé le slogan le plus court et le plus con du monde. 1, 2, 3, l'écologie! L'écologie! Pas l'écologie c'est la vie ou l'écologie c'est la terre à l'état brut comme José Bové met en Planète. Non, juste l'écologie. C'est comme si les types de la CGT dans la rue se mettaient à crier « On ne veut plus de... libérer les... »
Alors Franck Riester, ministre de la Culture, est lui parti en Guadeloupe où il a retrouvé Michel Drucker qui a pas mal changé ces derniers temps. Les ravages de la chirurgie chez les stars, mais on reconnaît son canapé. Alors il a fait du bateau en compagnie d'Annick Girardin qui bosse aux Outre-mer. Avec leur gilet de sauvetage, on a l'impression de voir une arrivée de migrants blancs, ce qui ne changerait rien, si ce n'est que Matteo Salvini en Italie leur dirait « Ah, bienvenue, vous voulez un petit café? Vous l'aimez comment? Ristretto, lungo ?» En fait, les Italiens parlent plus ou moins comme Georges Clooney. Ensuite, ils se sont interviewés entre eux, parce que tous les autres s'en foutaient. Puis Annick Girardin a vu des enfants qui ont appris ce qui va dans les poubelles vertes, jaunes ou bleues. Brune Poisson résumerait tout ça par « l'écologie ». Riester lui a filé en Guyane, où il a signé des papiers sous la célèbre photo de Macron en train de faire ses étirements musculaires. Édouard Philippe, Premier ministre, lui, il continue à se balader partout en France. Alors, il était dans la Creuse. Il a fait un jeu à gratter au tabac du coin, qui gagne beaucoup. 500 €, encore 500, 1000 €. Philippe a gratté 0. Il a donc appelé Bruno Le Maire à Bercy pour lui dire que le budget de la France était désormais de moins 2 €, le prix du jeu de grattage. Puis, il a acheté des croissants. Donc, en fait, il dit qu'il bosse, mais il fait ses courses. Pas mal leur astuce. Les mecs vous disent, on discute avec les gens, mais au Leclerc pour la semaine du blanc. Alors, il a aussi pris une baguette. Il savait que Macron rapportait le saucisson, donc ils se sont fait un casse-croûte. Alors, Gérard Collomb, maire de Lyon, lui a posé la première pierre de Silex 2. On savait qu'il était âgé, mais enfin quand même. Alors, non mais Silex, attention, c'est un nouveau quartier de Lyon qu'il a appelé ainsi en référence à sa jeunesse. Une époque difficile. Il devait planquer sa nourriture pour éviter de se la faire manger par les stégosaures. Enfin, une fois qu'on a vécu ça, la politique, c'est tranquille comme un concert de Carla Bruni quand on a mis des boules qui est. Nathalie Loiseau, tête de liste En Marche pour les Européennes, elle a continué à sillonner le pays. Elle a croisé des types en marinière, ce qui serait compréhensible si Loiseau s'était appelé La Mouette. Mais là, je ne vois pas. Ça, c'est le genre de blague, par exemple, qui ne fait rire que moi. Mais je la fais parce que ça m'amuse toujours. Il faut savoir que je suis très basique. Alors Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a rencontré une dame venant de trouver un emploi en France. C'est un miracle, donc elle s'est engagée à voir les 4 autres personnes prochainement. République En Marche, elle s'est dit, je vais voir la cordonnière. En fait, elle fait des soirées thématiques. Là, elle est sur un gros truc autour de l'oiseau avec Alain Bougrain-Dubourg. Christophe Castaner, le clubbeur de l'extrême, plus connu dans le milieu de la night sous le sobriquet de Langue en fonte. A lui suivi une patrouille de nuit à Rouen. Vous savez, la nuit, ça le connaît, quoi. Enfin, les boîtes de nuit, ça, c'est quelle vie. Et il a été surpris parce qu'à Rouen, il s'attendait à autre chose. Mais c'est vrai que il m'est arrivé d'aller dans des quartiers, ce que je vois la nuit n'a évidemment strictement rien à voir avec ce qu'on me montre le jour. Et même ce que je pouvais penser, parce qu'avant d'être ministre, je faisais autre chose, donc mais même ce que je pouvais penser voir la nuit. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Du bitume, des délinquants, des excès de vitesse, mais pas une boule à facettes, pas le moindre DJ set de Bob Sinclair. Mais c'est à vous dégoûter d'être ministre. C'est facile. Puis Castaner a visité la cellule anti-casseurs de Rouen et a découvert tout ce qui a été lancé sur les forces de l'ordre, dont des boules de pétanque. Les soupçons se sont immédiatement portés sur Patrick Bosso. Alors des boules de pétanque en Normandie, mais c'est une preuve de plus du réchauffement climatique. À Vannes, ils font des taureaux piscines avec des vaches bretonnes. Alors mondialisation oblige, une japonaise s'était même fait confisquer ces boules de geisha. Sexe, alcool et pétanque, on dirait le parcours de Patrick Sébastien. Enfin, Bruno Le Maire, ministre des Finances, a sorti son nouveau bouquin. Alors, dans un précédent, vous savez, il décrivait la main de sa femme, Pauline, qui, dans son bain, lui caressait doucement le sexe. Non, mais moi, j'avais adoré. Je me disais, si le membre est aussi rigide que Bruno Le Maire en entier l'est, ça doit être quelque chose. Déception, le nouveau livre parle de l'Europe. Le sujet le moins excitant après la cuisson des betteraves. Alors les médias qui avaient placé le micro au niveau de son organe en ont été pour leurs frais, puisque pour une fois, il s'est exprimé par la bouche. Allez, maintenant, il déteste Macron comme je déteste Étienne Châtillez avec son film tout pourri, ce bâtard. Ce sont les macronphobes.
avec Alexis Corbière qui a manifesté avec les Gilets jaunes. Et on voit qu'il grandit. Il y a 4 mois, il était tout jaune. Et là, il n'a plus qu'un petit point jaune. Il a le même développement qu'un poussin. Il perd son duvet. Je pense qu'avant l'été, il pond. Alors, autre insoumis... Autre insoumis, Adrien Quatennens, la deuxième pop star rousse après Ed Sheeran, qui a voulu fêter les 25 ans de la mort de Kurt Cobain de Nirvana, qu'on voit ici en 93, alors qu'il venait d'avoir la prémonition qu'Adrien Quatennens allait reprendre ses chansons. Parce que, comment dire, c'est moins un hommage qu'un deuxième décès. Donc on a un message de Mick Jagger disant que du coup il renonce à la mort. Alors à gauche toujours, les leaders minimaux qui à eux 5 font 4%, on fait un petit débat. Raphaël Glucksmann du groupe Quinoa et Vélib a pris la parole, tandis que Benoît Hamon du groupe Solitude et Névrose dormait. Il faut dire qu'il était en train de penser à son programme. Alors Hamon, qui lors du débat de France 2 il y a 8 jours, a quand même été inventif. Il a montré un gilet de sauvetage pour dénoncer le sort des migrants. C'était bien trouvé, un gimmick. Seulement François Asselineau, le candidat du Frexit, le seul qui arrive à coller ses affiches même sur les bords des panneaux. Et si vous passez devant, il vous en colle une sur vous. C'est dit, ok. Hamon a pris son gilet de sauvetage, humidité, ça doit être le début de la soirée mousse. Et c'était très gênant, il a sorti sa paire de menottes. Non mais le printemps, ça rend les gens totalement moites. Ce à quoi... Là, on a tous envie de sortir, plus que de rentrer. Ce à quoi Florian Philippot a répondu en sortant un immense sextoy, le modèle de chez Banette. Alors attention, les allergiques au gluten prendront soin de se rabattre sur un petit canard plastique. Mais c'est la nouvelle mode en politique, l'accessoire. Alors à droite, maintenant, Marine Le Pen était cette semaine en Bretagne. Elle a été rachetée par Marvel, ce qui fait que contractuellement, elle est obligée de porter la cape de Batman. Alors... Elle s'est ensuite baladée dans Gotham City, touchée de plein fouet par l'exode rural. Les commerces sont fermés. Catwoman est au refuge SPA parce que ses maîtres n'avaient plus de quoi lui payer ses croquettes. Enfin, une horreur. Enfin, Laurent Wauquiez des Républicains s'est trouvé une vieille locomotive qui est l'exacte métaphore de sa politique. C'est-à-dire que ça fait du bruit, du bullshit, encore du bullshit, mais à la fin, ça recule quand même. Allez, maintenant, ils râlent, ils tempêtent, ils prennent leurs fesses pour une trompette. Ce sont des Français, les gens d'ici. Avec l'artiste Christo, qui n'est pas français, mais qui aime travailler chez nous. Il emballe des monuments. Alors, il avait déjà fait le Pont Neuf à Paris. On a l'impression que c'est le prince d'Arabie Saoudite qui vient de l'offrir à son fils. C'est ce qu'ils font avec notre pays, les mecs, ils découpent. Et il va, en 2020, emballer l'Arc de Triomphe. Voilà. Alors, en attendant, cette semaine, il a emballé les tables sur lesquelles Brune Poisson avait disposé des fraises. Elle a dit à ses amis, on va manger des... Puis Christo a emballé Richard Ferrand et Muriel Pénicaud. Ferrand a déclaré, je cite, « J'aurais préféré qu'ils viennent à Noël emballer le cadeau pour ma femme, mais je reconnais que pour une fois, je sers à quelque chose. » Alors Muriel Pénicaud, qui est la femme qui n'est jamais à ce qu'elle fait. Elle écrit, elle ne regarde pas ce qu'elle fait. Elle dit bonjour, elle ne regarde pas ce qu'elle fait. Elle n'a encore jamais vu son fils, qui est né en 82. Alors un mot de Ségolène Royal. Vous vous souvenez, Ségolène Royal? Alors elle est le voyage. Cette semaine, elle était au Sénégal, où grâce au beau temps, elle a fleuri. Alors ça a mis du temps. À 14 ans, elle avait des boutons. Les fleurs sont arrivées seulement maintenant. Alors... Royal a inauguré des panneaux solaires. Elle a expliqué aux gens que si elle se mettait au-dessus des panneaux, son rayonnement suffisait à éclairer 700 villages africains pendant un siècle. Et puis un mot de Manuel Valls, qui à Barcelone a fait une course. Alors pas comme Édouard Philippe quand il achète des chips en racontant qu'il bosse. Non, une course à pied. Alors il était en legging moule-fesses, tout en noir. C'est votre version sport, Thierry. Oui. Alors il a croisé un ami qui n'avait pas compris où le préservatif se met. Une semaine après le site d'action, on voit que la prévention reste à faire. En même temps, l'avantage, c'est qu'il n'a pas chopé une seule MST par la tête. Alors Valls portait le numéro 43 052, ce qui est aussi la position qu'il occupera à l'issue du scrutin le soir de l'élection municipale. Regardez, c'est Rocky Balboa, c'est ouh.
Et il a tout donné. Hein. Le type derrière en train de se sniffer les aisselles avait tout faux. C'était pas lui l'odeur, c'était Valls. Hein, sur place, les gens disent déjà qu'ils ne peuvent plus le sentir. Enfin, en 1 minute, même pas, 30 secondes, un Jean de là-bas, tiens. C'est Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, à qui au Rwanda on a confié une torche. Ce qui paraissait logique, puisque lui, 24 heures sur 24, est torché. Alors, grosse erreur, puisqu'il a essayé d'allumer, et au lieu d'allumer la vase, qui est bien un Rwandais. Hein, même le Ku Klux Klan n'était pas allé aussi loin. Voilà. Alors, à noter que le prénom Jean-Claude signifie Jean-Claude. Hein. Bref, nous, les Bretons, on boit, mais on n'a pas de torche. Alors, vive les tanguis et bisous. C'était Tanguy Bastureau. On va retrouver d'ici la semaine prochaine. Et d'ici là sur scène et sur mycanal.fr. Et maintenant, on va jouer. La dernière fois, c'est Natacha qui a gagné. Qui remportera le Cerveau d'Or cette semaine? C'est le winner de l'actu. Concentrez-vous. Qu'est-ce que Transpolis? Une ville uniquement réservée aux transsexuels. Une ville 100% écologique et biodégradable. Une ville fantôme où sont testées les voitures autonomes. Ou c'est le nom du prochain film de Mai Wen. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis surpris moi-même. Ouais. T'as intérêt de gagner. Hein. Alors vas-y, donne la bonne Une réponse. ville 100% écologique. Non. Ah, il me saoule, lui. Une ville fantôme. Oui, Ah, je oui. voulais le dire. Moi, je me mêle. M'énerve. C'est dans l'Ain. Merde. C'est dans l'Ain, il y a 30 hectares. Hein. Ouais. C'est hyper grand, 30 hectares dans l'Ain Ouais. pour tester les voitures autonomes. C'est incroyable, La ça. France est Mais il y a des vrais piétons et tout? Il y a des piétons, tout ça. Il y a même des vrais dealers en bas des tours. Ouais. Après avoir affiché un collage de l'artiste JR il y a quelques jours pour fêter les 30 ans de sa pyramide, le Louvre va prochainement lancer un concours. Quelle en sera la récompense? Parcourir le musée en trottinette électrique, un pass entrée gratuite à vie, dormir une nuit dans le musée ou une visite privée seule avec Stéphane Bern. Dormir une nuit dans Bravo, le musée. Raquel. Oui. Eh oui. Alors, apéritif, je vous donne le programme, hein. Raquel. Apéritif devant la Joconde, dîner au pied de la Vénus de Milo Nice. et un lit installé dans le belvédère sous la pyramide. En Suède, qu'est-ce que le Flickscam? C'est le nom de la première voiture Ikea à monter soi-même. C'est le nouveau challenge à la mode. C'est la honte de prendre l'avion. Ou c'est le mot qui rapporte le plus de points au Scrabble local. C'est la honte de prendre l'avion. Ouais. Oui. C'est pas exactement la oui, mais- honte de prendre l'avion. Ça y est, Rémi m'a expliqué. Alors, flug, Mais oui. C'est l'archouma de on dit prendre pas l'avion. flic, Parce on qu'elle dit parle. Flugscham, donc Ah oui, c'est ok. flight shame. Ah. Et La en crainte. fait, c'est le fait de mettre l'archouma aux autres. C'est pas le fait de soi-même avoir honte. Que s'est-il passé le 1er avril dernier à la Chambre des communes à Londres? Une souris est venue perturber la séance. Du café a été servi aux députés au lieu du traditionnel thé. Un député a fait un infarctus en pleine séance où les députés ont pu assister à un striptease. Du café a été servi aux députés au lieu du traditionnel thé. Non. Emmerdez-vous. Une souris est venue perturber la séance. Bah, l'infarctus, c'est bon, c'est comme ça. Un infarctus. Non. Vas-y, toi, allez. Le striptease, hein, c'est Et voilà. celui Ah de bon la... Non, mais tu n'as pas honte. Non, j'ai pas honte parce que c'est ce que C'est une j'aurais- organisation c'est ce que j'aurais qui s'appelle répondu. Extinction Rebellion. Ah. Ah oui. Et voilà, c'est pour attirer l'attention des députés sur la crise actuelle. Magnéto, Serge. Ça existe en France aussi, la Extinction Rebellion. Extinction Rebellion, oui. Et puis, c'est l'idée de dire, de toute façon, notre espèce va Bah, s'éteindre attends, on peut si peut-être faire ça ici ou dans comment les 12 prochaines années, Attends, on moi, ne j'y vais, change hein. pas les modes Attends, de production. on y va, et donc, on y va. on se rebeller Les gens vont s'appeler. au-delà de juste parler. Pour se rebeller, on est obligé de se foutre à poil. Mais comme Ouais. toujours. Pour l'instant, la branche française n'a pas fait d'action nue. Mais C'est dommage. Quel festival planétaire
aura lieu pour la première fois en Belgique le 18 mai prochain. Le festival de la frite, le festival de la coupe mulet, le festival de la tongue ou le festival des roues. La coupe mulet. Absolument. Ah ouais? Oui, parce qu'on peut. Alors, il y a un atelier pour se faire tailler la mule par les professionnels. Il y a l'élection des plus beaux mulets. Et il y a un turbo souffleur d'air pour que votre chevelure comme ça. Qui a déjà une coupe mulet ici? Sans avoir la coupe mulet, j'avais une petite coiffe et ça se dépassait comme ça. C'était une petite coiffe. On dit ça en Normandie. C'est quoi une coiffe? Coiffe, c'est en Normandie, c'est quand on a une coiffure un peu spéciale. Je en Israël. Pas du tout. Non, mais tu parles à un Normand de vieille souche. Mais je sais. Ah, tu n'as du normand que le trou. Voilà. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Qui est... Oh là 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 là! On a une égalité, Natacha Raquel. Oh là là. Le banco. Le banco. Le banco. Celui ou celle qui répondra à la question aura tout gagné. Attention, c'est le super banco. Allez, bien. Allez. Qui est cet homme? Allons-y. Le nouveau héros de la saison 8 de Game of Thrones. Mal barré, là. Le candidat tête de liste aux européennes pour chasse, pêche, nature et tradition. Le créateur de la messagerie cryptée Telegram ou le frère de Pierre Lycien. Je suis snob. Le créateur de la messagerie Telegram. Putain. C'est pas vrai. On a gagné, on a gagné. Voilà, c'était les Terriens du dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission, à commencer par Stéphane Simon. À samedi prochain, 19h. Ciao. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.